Bonjour et merci d'être avec nous dans le journal de vuedailleurs.com. Vue d'ailleurs, c'est un site fondé et dirigé par Cédric Leboussy avec de nombreux sujets d'actualité développés via des billets d'humeur, des interviews ou encore des décryptages, qu'elles soient économiques, politiques et culturelles. Donc cette actualité, elle est traitée sous tous les angles avec une seule règle, eh bien les opinions sont libres mais les faits sont sacrés. Et on commence tout de suite avec l'actualité internationale. On s'intéresse à la situation au Haut-Karabakh où un conflit est en cours. On en parle avec Gérard Pierre, qui est chercheur en relations internationales. Bonjour, merci d'être avec nous. Les combats qui se déroulent donc dans le Haut-Karabakh, dans cette région du Caucase, sont présentés comme résultant d'un affrontement entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Mais pour vous, si cette vision, eh bien, elle correspond certes à l'histoire, les combats actuels ont été pleinement voulus et déclenchés par la Turquie. Quelle est l'implication exacte d'Ankara et sur quel plan ? Oh, elles sont nombreuses. Elles ont été, premièrement, incitatoires. Il est bien évident que l'Azerbaïdjan, sans une aide, une incitation et un accompagnement profond du pouvoir politique en place à Ankara. Donc, il y a déjà eu, premièrement, une préparation avec un changement du chef d'état-major de l'armée azerbaïdjanaise qui a été déplacée à la demande des Turcs. Deuxièmement, il y a eu effectivement dotation de l'armée azerbaïdjanaise de matériel militaire performant, en particulier des drones. Troisièmement, il y a eu des envois de troupes turques, forces spéciales, spécialistes des drones, spécialistes de l'instruction. Et quatrièmement, le ministre de la Défense, qui est un ancien général et chef d'état-major de l'armée turque, a été donc un des instigateurs du plan d'attaque, ainsi que le général qui est le chef d'état-major de l'armée de terre de l'armée turque. Voyez-vous, donc les implications turques sont nombreuses au nom d'une aussi idéologie de l'Empire ottoman, de la responsabilité que se voit le pouvoir en place à Ankara d'une domination régionale. Et donc tout cela a amené à la situation que nous connaissons hélas aujourd'hui. Alors à quoi peut-on s'attendre pour la suite des événements ? Est-ce que on connaît un petit peu l'état d'esprit du président Erdogan ? Est-ce que ça risque de se poursuivre malgré les implications de la communauté internationale par exemple ? Il y a un arbitre dans l'ombre qui est la Russie, n'est-ce pas ? Parce que d'abord, c'est très près de ses frontières. Deuxièmement, la Russie est proche d'un point de vue de sécurité militaire de l'Arménie. Et donc, la Russie a déjà fait savoir son mécontentement sur le dossier syrien, qu'elle partage également avec la Turquie. La Russie a bombardé il y a à peu près une semaine un camp d'entraînement donc d'une milice qui est formée par Ankara. Il y a eu 160 morts et blessés. Donc voyez-vous, la communication politique internationale a quelquefois des chemins un peu étonnants, mais le message envoyé par Moscou à Ankara est clair en disant « n'allez pas trop loin ». Et vous dites également que le président Erdogan a gros à jouer sur le plan national. Tout à fait, parce que la situation est un des motifs, en dehors du motif idéologique, de la renaissance de l'Empire ottoman, il y a aussi une nécessité pour le président Erdogan de faire regarder à l'extérieur la population turque, parce que la situation à l'intérieur, n'est-ce pas, est très très difficile, avec un taux d'inflation de plus de 12%, avec des taux bancaires qui sont aussi très élevés, plus de 14%, avec des taux de chômage et des taux de croissance qui sont l'un très haut et l'autre très bas. Donc la situation est économiquement difficile, donc quand la situation est difficile à l'intérieur, on invite sa population à regarder à l'extérieur. Et justement, comment le vit la population, cette situation avec le Haut-Karabakh ? Écoutez, il faut regarder la tendance, n'est-ce pas ? La tendance politique intérieure en Turquie est très négative pour le pouvoir en place.
Les dernières élections qui remontent à 2018, donc qui ont été des élections municipales, ont vu le pouvoir en place, donc l'AKP, le parti du président, perdre à la fois la capitale historique, juridique, Ankara, qui est passée à l'opposition, et aussi la capitale économique turque, qui est donc Istanbul. Donc il y a un ressentiment intérieur turc assez important contre le pouvoir en place. Merci beaucoup Gérard Vépierre d'avoir répondu à nos questions. Plus d'informations, plus de détails sur ce sujet sur le site de vuedailleurs.com. À suivre dans un instant l'actualité en France. L'actualité en France est focus sur les inquiétudes du monde du livre en ce moment avec ce deuxième confinement. Vous le savez, les mois d'automne marquent en France l'ouverture de la saison littéraire et des prix littéraires. Or, les contraintes imposées par cette crise sanitaire frappent aussi cette tradition bien française. Donc 6 grands prix littéraires en France dont les différents résultats s'étalent au cours de cette période, que ce soit le Goncourt, le Renaudot ou encore le Médicis. Tous doivent s'adapter avec par exemple des nombres d'invités réduits, des votes par téléphone. Bref, tous les moyens sont bons pour maintenir cette tradition littéraire à tout prix. Autre incertitude, elle est pour les librairies de proximité, librairies fermées. Elles peuvent être parfaitement en mesure d'accueillir des lecteurs dans la perspective d'un nouveau confinement, donc dans des conditions sanitaires sûres et éprouvées. Donc ce fameux click and collect qui est mis en place depuis l'annonce de ce deuxième confinement est indispensable et d'ores et déjà mis en place dans plusieurs points de vente. Mais il ne saurait combler toutes les attentes des lecteurs puisque l'on approche des périodes de fêtes et les Français adorent acheter des livres sur place. Et ces périodes des fêtes, c'est là où plus d'un quart des livres sont achetés. Donc le cadeau le plus offert par les Français, ce sont les livres, on le rappelle. Voilà, plus d'informations dans l'article sur le site de vuedailleurs.com. À suivre l'actualité économique et sociale. L'actualité économique et sociale avec deux invités. Aujourd'hui, Jean-Claude Fontanive, le président de l'agence NextSea. Bonjour Jean-Claude, et Paul Chain du Luxembourg Stock Exchange qui est en direct, en duplex avec nous. Merci. Messieurs, vous nous annoncez ce matin, Jean-Claude Fontanive, avoir conclu donc un partenariat. Oui, bonjour. C'est extrêmement important dans le cadre effectivement de tout ce qui s'est passé au niveau européen dans le cadre du Green New Deal, avec les milliards qui se déversent effectivement au niveau européen. 2, en France plus particulièrement sur les investissements durables et responsables, et dans le cadre du plan de relance lié effectivement à cette activité-là. Un point qui est tout à fait important, c'est que après avoir regardé énormément de personnes et avoir travaillé sur ce sujet, il est important que la finance verte et les investissements durables sont considérés spécifiquement pour des spécialistes et non pas effectivement pour l'ensemble effectivement de la population. Or, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait rendre compréhensible l'ensemble de la finance verte et des investissements durables à travers effectivement les collectivités locales et territoriales et les entreprises. D'où cet accord avec le Luxembourg Stock Exchange, principalement le Green Stock Exchange. Paul Chain, quelle est l'importance de la place justement du Luxembourg en matière de finance verte ? Oui, bonjour tout d'abord et merci pour cette opportunité. En fait, au cours des dernières années, la place financière bourgeoise s'était établie comme le leader européen dans la finance verte et durable. Elle est engagée dans le développement des produits financiers, respectant les critères de environmental governance, donc ESG. Et depuis 2015, le gouvernement, avec les partenaires du secteur privé de la financière luxembourgeoise, ont lancé plusieurs initiatives pour promouvoir aussi la position de la place financière luxembourgeoise, notamment par la création de la Luxembourg Exchange pour le travail. Mais il y a d'autres aussi au Luxembourg. On est en train de faire une organisation pour les fonds.
un léger problème de son avec vous. Paul Shane, on va essayer de régler le souci. On revient vers vous d'ici quelques secondes. Avant ça, une petite question pour Jean-Claude Fontanive concernant les cours sur la finance durable qui vont être mis en place avec votre agence. Quels sont-ils et quels enjeux? Alors, premièrement, les cours sont déjà consacré à l'ensemble effectivement à la fois des collectivités locales et territoriales sur effectivement les finances vertes et le développement durable. C'est l'ensemble de des programmes de compréhension sur qu'est-ce que la finance durable, en quoi sur un territoire la finance durable peut intervenir pour compléter les investissements locaux, comment effectivement par exemple, je prends un exemple très précis sur le financement de l'hydrogène, des projets hydrogène, comment effectivement la finance durable peut effectivement être complémentaire et investissements qui peuvent arriver et dans cette compréhension-là sur ces sujets de l'énergie et des transitions énergétiques et écologiques. Voilà, ça c'est le premier point. Alors on a 8 modules de formation qui sont effectivement qu'est-ce que c'est la finance verte, en quoi elle est consacrée, quels sont les aspects techniques de la finance verte, quels sont effectivement les tenants et les aboutissants, en particulier les normes, les labels, puisque tout le monde se bat pour les labels aujourd'hui au niveau des finances vertes. D'ailleurs, Bruno Le Maire a lancé le dernier label il y a une quinzaine de jours sur le label France Relance, être capable effectivement de pouvoir inciter l'ensemble des agences, en tout cas des fonds d'investissement, à respecter des critères de durabilité, des critères éthiques, des critères presque moraux et des critères de développement durable. On va pouvoir revenir vers Paul Shane puisque le petit problème de son est réglé. Paul Shane, on parlait des enjeux avec Jean-Claude Fontanive, donc de ces fameux cours sur la finance durable, de la finance verte. Quels sont-ils pour vous ? Oui, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien maintenant. En fait, super, merci. La finance durable, en fait, est devenue un secteur en plein développement pendant les dernières années. Bien sûr, un des enjeux principaux, c'est la formation des professionnels qui travaillent dans le secteur financier, parce qu'on croit très fortement que par l'éducation, on arrive à faire le changement nécessaire dans ce secteur. Et donc, dans un domaine comme la finance durable, où il y a pas mal des acronymes, pas mal de termes qui se trouvent dans le marché, qui rend un tout petit peu la compréhension pas très facile à tout le monde, nous croyons que le partage des connaissances que nous avons ici à la Luxembourg Green Exchange est nécessaire pour former, sensibiliser les travailleurs dans ce secteur. Donc ça, c'est un des enjeux et un défi très important pour commencer la transition vers une économie durable. Et ce partenariat conclu avec l'agence de Jean-Claude Fontanive, avec Nexti, qu'est-ce qu'il peut vous apporter? Quels sont les intérêts? En fait, c'est dans le contexte de notre initiative académique qu'on a lancée à la Luxembourg Green Exchange il y a quelques mois, que ce partenariat avec Nexi s'inscrit. Nous voyons que ça va nous donner l'opportunité en fait d'étendre notre champ d'intervention, au-delà de Luxembourg, notamment au niveau européen et surtout en France, un pays qui est très impliqué dans tout le sujet de la transition écologique et énergétique. Alors Jean-Claude Fontanive, est-ce que la France est suffisamment impliquée, comme le disait Paul Shane, dans cette finance verte, dans ces développements ? La France est impliquée. On ne peut pas nier que la France, effectivement, l'ambition de la France est bien de rentrer dans cette transition à la fois écologique, transition énergétique et transition sociétale. Cependant, il faut avoir une certaine acceptabilité sociale dans le cadre effectivement de ces grandes transformations que nous vivons aujourd'hui. Ces grandes transformations, elles doivent être supportées par une compréhension et par des connaissances. Et là, on est vraiment sur les vecteurs de transmission de la connaissance et des savoirs sur ces sujets, pour que chaque projet puisse être accepté dans un environnement et qui est compréhensible pour tous. Et ça, c'est un point qui est tout à fait important, c'est que la finance verte, ça ne doit pas être que pour des initiés, ça doit effectivement être pour tous ceux qui s'approprient aujourd'hui ces transformations-là, que ce soit les élus, que ce soit les collectivités locales, que ce soit les entreprises. Pourquoi finalement? C'est qu'on a tous un objectif commun, qui est l'objectif d'atteindre effectivement zéro carbone en 2050 et travailler sur ces sujets
sujets-là. Et la finance prend un rôle extrêmement important, on le voit aujourd'hui, plus particulièrement la finance verte. Et comment effectivement être certain que c'est bien de la finance verte ou l'investissement durable qui rentre effectivement dans des panels ou en tout cas dans des investissements concrets sur le terrain. Et nous, notre ambition, c'est que, on va accompagner les entreprises concrètement sur des formations pour dire concrètement voilà comment un projet peut se structurer de manière verte, entre guillemets, et comment les collectivités locales, dans cet écosystème, peuvent bénéficier de l'ensemble de ces ressources. Et finalement, si on a fait un accord avec le Luxembourg Green Exchange, c'est principalement pour une grande raison, c'est que l'expertise et les compétences qu'ils ont sont uniques aujourd'hui au niveau européen. Est-ce qu'on peut parler de retard français au niveau européen ? Non, il n'y a pas de retard français. Il y a des asset managers, c'est-à-dire de ceux qui travaillent sur les investissements. Chaque effectivement partenaire essaye effectivement d'avoir ses propres critères. C'est tout à fait évident au niveau national. Donc on a dans chaque pays européen un certain nombre effectivement de normes, de labels, etc. Donc une course sur les labels, course effectivement pour les normes et course effectivement pour les agences de notation. Mais qu'est-ce qu'on va voir arriver, c'est que c'est l'Europe quand même finalement. Quand on voit l'Europe, c'est l'Europe qui investit dans ces grandes transitions. Donc on peut, non pas rêver, mais en tout cas on peut essayer d'imaginer des normes européennes, ou en tout cas un label pour les fonds européens, mais qui puisse être partagé par chacun des pays pour avoir une conformité transnationale. Voilà. Mais on n'est pas en retard en France, puisque Amundi d'ailleurs travaille énormément, puisqu'il a à peu près 500 critères, donc c'est quelque chose de fondamental. Mais en ayant effectivement cet accord avec le Luxembourg Stock Exchange, ça donne effectivement un regard plus pertinent sur qu'est-ce qui se passe en Europe, comment l'ensemble de ces labels vont être effectivement structurés. Et il faut savoir qu'en janvier 2021, a priori hors Covid, on va avoir effectivement des annonces qui vont être faites sur ces labels au niveau européen et qui vont être probablement traduits sur chaque territoire. Merci beaucoup Jean-Claude Fontanier et merci Paul Schein d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions. À suivre dans un instant l'actualité culturelle. Merci. L'actualité culturelle avec cet article qui nous parle du vote par correspondance. On en parle beaucoup en ce moment avec l'élection présidentielle américaine. Les Américains y ont recours massivement en raison de cette crise sanitaire de la Covid-19 pour éviter évidemment les longues files d'attente le jour du vote. Alors tous les États proposaient déjà ce moyen de voter, mais voilà, sous certaines conditions. Cette année, du coup, les règles ont été assouplies afin de le favoriser. Dans certains États, chaque électeur a reçu un bulletin de vote par correspondance, et ce pour la première fois, un vote par correspondance qui a, selon des études, pour effet d'entraîner une participation globale plus forte que les années précédentes. Du coup, plus de 150 millions d'Américains ont exprimé leur voix cette année par correspondance, et bien que ces votes arrivent pour beaucoup avant le jour J, ils sont généralement décomptés après les autres votes, et malgré les avertissements ces derniers jours, certains États n'ont pas voulu accélérer le processus, d'où le fait qu'on ne connaisse pas encore le nom du prochain président des États-Unis, que le dépouillement prenne énormément de temps. Trop de progrès pourrait être ainsi un frein au bon fonctionnement de la démocratie. Voilà ce que souligne cet article que vous pouvez retrouver sur le site de vuedailleurs.com. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, pour retrouver toutes ces informations, rendez-vous sur le site vuedailleurs.com. À très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.